Je dirais tout simplement que l'année 2020-2021 a été marquée par 5 grandes activités tirées du plan de travail que nous avons élaboré en début d'année. Et je m'en vais vous citer les 5. La toute première grande activité a porté sur la promotion du groupage des stocks vivriers sur l'ensemble du territoire national. Et par rapport à cette activité, nous savons tous que par le passé, quand les paysans ne disposaient pas d'infrastructures de stockage, ils enregistraient parfois des pertes post-récolte de l'ordre de 30%. Donc c'est énorme comme dégâts, c'est énorme comme perte au niveau du monde rural. Et c'est justement par rapport à cette faiblesse que le gouvernement togolais, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, le gouvernement a engagé des activités dans la construction des magasins, a engagé des fonds dans la construction des magasins de stockage. À date d'aujourd'hui, nous avons autour de 500 magasins qui ont été construits par le gouvernement togolais au profit des paysans. Pour être précis, c'est 496 magasins exactement. Donc il fallait assister les paysans pour qu'ils développent cette culture de groupage des stocks, pour avoir une force de vente sur le marché, que ce soit au niveau national, sous-régional ou international, mais en même temps réduire les pertes post-récolte qui minimisaient malheureusement les bénéfices qui étaient attendus. Ça, c'est la première activité. La deuxième activité a porté sur la promotion de la bancarisation des acteurs du secteur agricole vivant en zone rurale. Et nous savons tous que dans le cadre du plan national de développement, l'objectif phare, c'est d'amener le secteur privé à contribuer à hauteur de 65% à la fourniture des ressources financières pour soutenir toutes les actions qui ont été décrites dans le plan national de développement. Et il se trouve par rapport aux statistiques qui ont été révélées, qu'il y a de cela 2 à 3 ans, que ce niveau reste malheureusement très faible, de l'ordre de 0,2 à 0,3%. La part de contribution du secteur financier privé au développement agricole. Donc il y avait nécessairement du travail à faire dans ce domaine. C'est d'ailleurs même pourquoi on a inscrit comme condition phare la nécessité d'ouvrir des banques au niveau des producteurs de céréales ou de produits vivriers. Et je crois que cette initiative a pris corps en milieu paysan, puisque les résultats d'enquête menés par la BCEAO établissent que le Togo en 2019 a battu le record en termes de bancarisation. Quand on parle de bancarisation, au niveau des centres urbains, mais aussi au niveau des centres ruraux. Le Togo se retrouve à la première place des pays de la CEDEAO avec un taux de 70,5% de bancarisation. Donc il faudrait que toutes les structures, qu'elles soient publiques ou privées, travaillent de façon à consolider ces résultats et à franchir le plafond, c'est-à-dire l'apport de 105% à la contribution l'apport de 105% de financement à la contribution de l'enveloppe attendue dans le plan national de développement. La troisième activité a été, je dirais, l'appui aux exportations de nos produits. Aujourd'hui, le Togo ouvre ses frontières à tous les pays, qu'ils soient africains, européens ou américains, avec des échanges qui s'accroissent d'année en année. Rien que pour l'année 2020-2021, nous avons enregistré plus de 107 000 tonnes de produits solides qui ont quitté le Togo vers les pays africains, vers l'Europe, vers les États-Unis. Quand je parle de produits solides, c'est tout ce qui a trait aux céréales, aux tubercules et puis aux légumineuses avec naturellement leurs dérivés.
Nous constatons aussi, nous avons constaté au cours de l'année 2021 que le Togo a exporté plus de 296 000 litres de produits liquides, entendez miel, les huiles de palme, les huiles de noix de coco, les huiles de karité, les huiles d'arachide. Ces chiffres que nous avons enregistrés relèvent de l'accompagnement que l'ANSAT a apporté aux opérateurs économiques. Nous avons plein d'autres institutions qui accompagnent aussi le secteur privé dans l'exportation des produits. Si on agrège toutes les données, le Togo doit être parmi les meilleurs pays à exporter leurs produits. Pour la simple raison que nous avons une qualité qui est irréprochable. En tout cas, il y a du travail qui a été fait dans ce domaine. Maintenant, c'est au niveau du prix au kilo ou bien au litre qu'il y a encore du travail à faire. Et ça, les structures techniques, notamment l'ITRA, s'y emploient pour minimiser les charges d'exploitation avec la mise en place des semences améliorées à la disposition des producteurs, que ce soit les semences végétales, animales ou halieutiques. La troisième activité a porté sur la mise en marché des stocks de sécurité. Nous savons tous que le monde entier a été secoué et continue de l'être à présent. Et le monde entier a été secoué par une crise sanitaire en 2020-2021 et cette crise perdure jusqu'à présent. Et donc par rapport à cette crise, il fallait au niveau de chaque État que des mesures hardies soient prises pour juguler la crise au niveau sanitaire, mais en même temps contenir, je dirais même, tous les impacts dus à cette crise, notamment une tendance à la hausse des produits de première nécessité. Et au niveau du Togo, on a senti ces velléités juste après la prise des mesures contraignantes, je dirais même les mesures de riposte. Le gouvernement a pris des mesures de riposte et à la suite de ces mesures, on a senti un début de hausse des prix sur les marchés, notamment ceux du Grand Lomé. Et à titre de rappel, le bol de maïs de 450 était passé à 700, c'était au cours du mois de mars. Et donc le 24 mars déjà, le gouvernement a pris la décision d'ouvrir les stocks de sécurité pour juguler rapidement cette tendance à la hausse. Et au jour d'aujourd'hui, en tout cas jusqu'au 31 décembre 2020, nous pouvons nous féliciter des résultats qui ont été engrangés parce que de 700 francs, les prix sont revenus à la normale, c'est-à-dire entre 400 et 450. Nous allons toujours maintenir la veille pour suivre jour après jour ce comportement des prix et surtout la disponibilité des produits sur les marchés. La cinquième activité a porté naturellement sur la sensibilisation autour des mesures de riposte que le gouvernement a prises au niveau des acteurs avec lesquels nous avons en partage le territoire. En zone rurale, c'est naturellement les paysans. En zone rurale, c'est avec les paysans, mais en zone urbaine, c'est avec les femmes commerçantes et les consommateurs. Et on a senti quelques effets, peut-être, qui jouent contre, je dirais même, les prévisions qu'on avait établies au début. Vous savez que quand l'ANSAT lance sa campagne d'achat, ça soulève foule en milieu rural. Nous descendons sur le terrain pour naturellement acheter les céréales, le maïs, le sorgho, le mil. Et cette année, on a ajouté le haricot, donc le maïs, le riz, le sorgho et le mil, plus le haricot qu'on a inséré cette année. Au-delà des achats, nous échangeons avec les paysans, les coopératives agricoles dans les villages et parfois en présence des chefs de village ou de canton. Donc à toute descente sur le terrain, nous prenons contact physique avec les acteurs du monde rural et souvent c'est pratiquement tout le village qui se rassemble.
Mais avec les contraintes liées au Covid, nous avons dû revoir les prévisions à la baisse, justement dans le souci d'aider nos communautés à justement briser la chaîne de contamination. Il était demandé à chaque organisation, à tout individu, à toute la société de ne mobiliser qu'au plus 15 personnes par séance, que ce soit pour les fêtes, les cérémonies ou même les activités des structures. Donc on a demandé aux coopératives de désigner rien que les responsables. Et on se retrouvait par village ou par point de vente avec 10 à 15 maximum, quitte à eux d'aller répercuter les informations qu'ils ont recueillies auprès des agents de l'ANSAT. C'était le premier obstacle. Le deuxième obstacle a trait aux enlèvements de stock. Après des opérations d'achat, s'ensuivent d'autres activités. D'abord, le traitement, la préparation de stock. Et souvent, nous allons sur les sites d'achat avec les manœuvres. Ils peuvent atteindre une vingtaine. Mais avec la Covid, on était obligé de réduire l'effectif. Quand on réduit l'effectif, on augmente la durée de traitement naturellement. Les stocks qui devaient être traités et enlevés en moins de 2 jours ont passé des fois 5 jours ou 10 jours. Donc ça a rallongé le temps de gestion de nos activités, sans oublier même les contraintes que le service de transport a eues. Parce qu'il y avait par moment des mesures de confinement de certaines préfectures. Donc il y a des contrôles qui étaient faits à l'entrée et à la sortie. Donc ça a beaucoup joué en termes de consommation du temps sur le calendrier qu'on a établi. Mais comme on s'était pris à temps, nous avons réussi à consommer toutes les activités qu'on avait programmées au cours de l'année 2020-2021. Et la mesure a été prise par le gouvernement pour permettre aux consommateurs togolais de disposer des produits durant toute l'année et d'avoir une facilité d'accès à ces produits. Et du coup, je l'ai dit tantôt, les prix des produits, que ce soit le maïs, le riz, le sorgho et le mil, qui se vendent sur les marchés du territoire à des prix élevés, ont connu un abattement des prix grâce aux mesures de soutien que le gouvernement entendait apporter à toute la population. Je vous donne un exemple. Le maïs est vendu à 9 500 francs le sac de 50 kilos, alors que sur le marché, on le retrouve à 22 000, 23 000. Donc vous pouvez voir déjà l'effort que le gouvernement a fait pour mettre cette denrée à la disposition, surtout des couches vulnérables par ces temps de crise. Mieux, dans le cadre de la coopération entre le Japon et le Togo, nous le savons tous, chaque année, le gouvernement togolais bénéficie d'un don en vivres. Et c'est ce qu'on a appelé le Kennedy Round. On avait 6 000 tonnes de riz caillère en magasin. Le gouvernement a ordonné que ce stock soit déversé sur le territoire au prix de 10 000 francs le sac de 30 kilos. Vous allez sur les marchés, vous pouvez vous en rendre compte que le même riz de la même qualité est vendu plus cher. Il en est de même aussi pour le mil et le sorgho qui connaissent malheureusement une flambée des prix, surtout après la période de récolte. Et donc ces prix ont été revus à la hausse, à la baisse au niveau de l'ANSAT, 11 000 et 10 500. C'est un effort énorme que le gouvernement a fait en rabaissant les prix. Je ne vous dirai pas ce que cela occasionne comme érosion des fonds au niveau de l'ANSAT. Avec une érosion naturelle,
des stocks. Mais Dieu merci, ayant à cœur les besoins de consommation des populations, chaque année, le gouvernement renouvelle ses subventions à l'ANSAT pour reconstituer les stocks de sécurité. Donc, c'est fait à des fins de soutien à la population. Ça, c'est un. Vous l'avez dit, d'aucuns auraient voulu que ça soit donné gratuitement. Nulle part au monde, ça n'existe. Le Togo n'est pas le seul pays à gérer les stocks de sécurité. Vous prenez les pays de la CEDEAO, les 15 pays disposent des stocks de sécurité. Et quand le besoin se fait sentir pour soutenir les populations, tous les pays des 15 États membres déversent les stocks à des prix, je dirais, relativement bas. Mais dire qu'on va distribuer au niveau de l'ANSAT les vivres gratuitement, il est du ressort d'autres structures. Heureusement, au niveau du Togo, le gouvernement a pris toutes les dispositions pour satisfaire les besoins des couches les plus vulnérables. Nous avons pas mal d'agences que le gouvernement a mises en place qui ont je dirais même, qui ont cette capacité d'identifier les vraies nécessités sur le territoire auxquelles le gouvernement apporte des appuis gratuitement. Il y a eu des achats qui se font au niveau de l'ANSAT, mais qui sont distribués au niveau des couches les plus vulnérables par ces agences de façon gratuite. Au-delà de ça, il y a aussi les institutions internationales, le PAM, le Programme alimentaire mondial. C'est un organisme onusien qui soutient aussi les couches les plus vulnérables. Le PAM intervient aussi bien au Togo, en Afrique que dans le monde entier. Cette année, nous venons même d'ouvrir un partenariat avec le PAM en mobilisant, du moins en mettant à la disposition du PAM plus de 1300 tonnes de maïs et 379 tonnes de haricots qui sont actuellement en train d'être distribués gratuitement dans 23 localités. Voilà ce que je voudrais dire. Merci colonel Mourokoura Gadazi, directeur général de l'ANSAT. Alors plusieurs filières, vous venez de parler du maïs et du haricot, plusieurs filières sont aujourd'hui supportées, voire promues par l'ANSAT. Le maïs, le sorgho, le haricot et plusieurs autres céréales sont donc suivis par vos équipes techniques en termes de production, de stockage. Alors comment s'est comportée cette année la courbe de production et de stockage en matière de céréales au Togo? Cette année, la campagne, je parle de l'année 2021, la campagne a démarré avec, je dirais, le même engagement au niveau des producteurs. Ils sont bien préparés pour affronter toutes les activités dans leur milieu, pour assurer, je dirais même, notre consommation locale, mais avec une folle envie de valoriser nos produits à l'international. Et on a senti ça avec les premiers contacts que nous avons eus avec les paysans. Mais il se trouve malheureusement qu'on a eu d'autres contingences qui sont venus, je dirais même, ralentir cet engouement qu'on avait eu au début. On a parlé de la Covid-19. Fort heureusement, avec tout ce que le gouvernement a engagé dans le secteur agricole, il a été établi que les capacités de production du monde rural sont aujourd'hui, je dirais, les capacités de production des producteurs ne peuvent en aucun cas être érodées par une quelconque conjoncture. Parce qu'ils ont, de la connaissance, ils ont été suffisamment formés par les structures de l'État et ils ont eu des moyens qui ont été mis à leur disposition pour soutenir ou
pour résister à tous les chocs. Et c'est ce qu'on a constaté cette année. C'est vrai qu'on a une régression au niveau de la production des céréales et particulièrement le maïs. Mais par rapport à cette situation, je dirais que les paysans ont voulu, au-delà des contraintes dont je venais de parler, ils ont voulu faire d'autres choix vers d'autres filières, notamment le soja, qui a connu une hausse exponentielle en termes d'emblavure, mais en termes de production. Et donc ça a joué au désavantage du maïs. Et pour autant, nous avons cette année pu réaliser de bonnes performances en termes de production, au point même de couvrir les besoins de consommation au niveau national et d'en dégager aussi des excédents pour lesquels nous allons nous organiser avec les acteurs du monde rural pour identifier les canaux au travers desquels nous allons mieux valoriser ces excédents. Donc la saison a été grosso modo très bonne. Alors, on le sait, le Togo fait de plus en plus la promotion du consommé local. Est-ce que l'ANSAT s'inscrit, est-elle dans cette dynamique? Il y va de choix. C'est la consommation qui tire la production vers le haut. Quand vous avez un produit autour duquel on sent une forte mobilisation ou bien un engouement des consommateurs, dites-vous que l'année d'après, les superficies s'agrandissent naturellement pour satisfaire encore la forte pression qu'il y a eu autour de la dite denrée au cours de l'année N. Et ça, à l'année N plus 1, c'est ce qu'on ressent. Donc, promouvoir la consommation des produits, il y va de la santé du secteur agricole, il y va aussi de la santé de notre économie. Parce que si on arrive à faire, je dirais même, si on arrive à faire passer ce message au point que toute la population togolaise consomme ce que les Togolais ont produit, vous allez vous rendre compte qu'on va importer moins. Importer moins suppose qu'on relève un peu la consommation. Une fois qu'on a une bonne consommation, l'économie se porte bien parce qu'on a un flux financier qui circule à l'intérieur du pays au lieu de l'envoyer vers l'extérieur. Donc cette initiative qui a été prise par le gouvernement il y a de cela plus de 5 ans mérite d'être soutenue et l'ANSAT s'engage totalement à réaliser ce grand objectif. Et cela va se manifester par les nouveaux choix que nous faisons au niveau de chaque filière. Concernant le maïs, il est question de développer plus de relations avec les usines de transformation. On en avait une, il y a une nouvelle qui vient de s'installer avec laquelle nous sommes en discussion pour voir comment transformer le maïs que les paysans produisent en farine pour la mettre sur les marchés nationaux. Nous sommes un peu plus ambitieux que cela. L'ANSAT ne vise pas le marché national. On veut aller plus loin. Vous savez, déjà avec la CEDEAO, on a plus de 300 millions d'âmes. Si on arrive à percer ce marché, ce serait une embellie pour les producteurs de céréales. Et ils ont justement cet avantage de par les nouvelles relations que les paysans développent avec les banques, de solliciter les prêts, de gros prêts auprès des institutions bancaires. Aujourd'hui, on a une dizaine qui sont en relation avec les coopératives au travers de la bancarisation, de la promotion de la bancarisation. Donc c'est une ouverture pour les paysans de solliciter d'énormes prêts, d'agrandir leur production en introduisant surtout l'ingénierie agricole, la machine agricole, les tracteurs et tout ce qu'il faut pour rendre le travail agricole moins pénible, mais avec le souci de le rentabiliser davantage. Alors sur le plan interne, je veux parler de l'ANSAT. Quelle a été la nouvelle politique, sinon stratégique, que l'ANSAT a adoptée pour éviter donc les avaries des stocks? Vous savez, juste après les crises antérieures,
on a voulu ouvrir les débats avec tous les acteurs, notamment les paysans et surtout les commerçants et commerçantes de produits vivriers sur le territoire, pour nous entendre sur, je dirais même, élaborer un plan d'engagement des stocks de sécurité sur le territoire de façon à ne pas perturber les activités des paysans ou des commerçants et commerçantes des centres urbains. Tout simplement parce que c'est un grand monde qui contribue énormément au soutien, je dirais, de l'économie nationale. Donc les stocks qui étaient mobilisés n'avaient droit d'être engagés sur le territoire qu'à l'analyse de la situation réelle que nous vivions ensemble avec les consommateurs, les producteurs et les femmes et hommes commerçants de produits vivriers. Et du coup, avec une régulation, je dirais parfaite, je peux me permettre d'utiliser la perfection, quand bien même elle n'est pas de ce monde, parce que c'est inexpliqué de remarquer qu'après une crise aiguë comme celle de 2018, que le Togo vienne à vivre une stabilité des prix pendant une dizaine d'années. Ça relève pratiquement du mystère. Mais c'est effectivement la situation qu'on a vécue pendant au moins 10 ans. Il n'y a plus de hausse anarchique des prix, avec à la clé une disponibilité des produits vivriers sur l'ensemble du territoire. Et du coup, les stocks qu'on mobilisait devaient nécessairement être conservés pour éviter de perturber les prix ou de perturber les marchés. Ne serait-ce que pour donner une bonne marge de manœuvre, non seulement aux producteurs, mais aussi aux femmes commerçantes. Mais jusqu'à quand cette méthode de travail va durer, quand on sait que c'est tout un poids financier que supporte le gouvernement? Chaque année, on met la subvention, on mobilise les stocks, mais on retient les stocks en magasin pour ne pas créer de gêne aux deux grands acteurs du commerce. Donc on s'est dit qu'il fallait nécessairement redéfinir une nouvelle stratégie de conservation. Dieu merci, l'ARA, l'Agence régionale pour l'alimentation et l'agriculture, qui est, je dirais même, le bras technique de la CEDEAO dans nos États. Et je voudrais rappeler que le siège au Togo a mobilisé suffisamment de ressources, qu'elles soient humaines ou financières, pour accompagner tous les offices de gestion de stocks de sécurité des 5 pays pour élaborer une stratégie de conservation qui met en lumière, les 3 niveaux de stock. La première ligne de défense ou la première échelle, c'est les stocks que détiennent les producteurs et les femmes et hommes commerçants. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est les stocks institutionnels, donc les stocks des offices et agences de sécurité alimentaire des 15 pays. Et puis le troisième niveau, c'est la réserve régionale qui regroupe les stocks mutualisés des 15 pays membres de la CEDEAO. Tous ces niveaux ont été structurés, caractérisés avec un mode d'engagement sur les marchés. C'est là où ça devient intéressant. Il est dit dans cette nouvelle stratégie que des cercles de conservation et de concertation devaient être construits entre tous les acteurs clés, les paysans, les commerçants et les agences, pour lire, je dis bien pour lire, l'évolution des prix et l'évolution des disponibilités des stocks dans tous les pays de la CEDEAO, pour voir comment ensemble ils vont, tous ces acteurs, élaborer une complémentarité de façon à ce que l'action d'un acteur n'empiète pas ou ne nuise pas à l'action de l'autre. C'est justement ce document qui a été validé à Palimé en novembre 2020, pour lequel, je dirais même, toutes les agences se sont mobilisées en vue de leur mise en œuvre. Au niveau du Togo, nous allons toujours constituer les stocks de sécurité. D'ailleurs, même cette année, en tout cas, dans la deuxième semaine de janvier, la campagne va être lancée pour reconsolider
nos stocks avec le souci de ne plus garder longtemps les stocks dans nos magasins, mais en concertation avec les autres acteurs. Je voudrais vous rappeler que par rapport aux avaries dont vous avez fait cas tout récemment, nous avons pris des mesures déjà en 2020-2021 pour faire une rotation de ces stocks en faisant une offre de vente sur le marché national. Et je peux vous dire que les opérateurs ont bien accueilli cette décision parce qu'il y va de la survie des producteurs avicoles. On pourra en parler. Généralement, quand on fait le bilan de production, on a vu que la consommation humaine, nous avons un autre pan qui est, je dirais, qui n'est pas en vue, c'est les producteurs de volailles. Au fait, c'est les vrais consommateurs de produits céréaliers sur l'ensemble des pays de la CEDEAO. Et c'est justement ce volet qu'il faut nécessairement prendre en compte pour éviter que ne se développent des pressions sur la consommation humaine. On a démarré avec, comme je le disais, les avaries. Ils en ont reçu une grande satisfaction. Nous allons faire en sorte que d'ici la fin de l'année 2021 en cours, qu'on écoule toutes les avaries pour ne laisser la place dans nos magasins que de stocks de bonne qualité qu'on va conserver au plus pendant 2 ans. Déjà la 3e année, il faudrait penser à une rotation de ce stock. Voilà ce que je voudrais dire. Merci mon colonel. Alors vous le dites bien dans votre propos, l'ANSAT entend bien se positionner sur le plan sous-régional. Je vais parler de l'espace CEDEAO. En ce qui concerne donc le grenier actuel au niveau de l'ANSAT, vous qui êtes en charge donc de cette structure nationale, est-ce que si d'aventure une famine, on ne le souhaite pas, surtout que les indices mondiaux disent ou prédisent que la période post-Covid pourrait être celle de la famine, est-ce que le Togo, à travers l'ANSAT, pourrait donc véritablement subvenir aux besoins nationaux et voire sous-régionaux? Je l'ai dit tantôt, les prévisions de production établies par la DSID, la Direction de la statistique, qui prévoyait, je dirais, une production de plus de 1,4 million tonnes de céréales. Ces prévisions ont été, je dirais même à la limite, ces prévisions ont été réalisées avec peut-être une régression de 2,9%. Donc à date d'aujourd'hui, pour les céréales, nous sommes autour de 1,3 million tonnes. En tout cas, c'est le résultat de la DSID. Quand vous prenez ce volume de stock, il couvre totalement les besoins de consommation qui s'établissent aujourd'hui avec une population de plus de 8 millions d'âmes qui s'établissent autour de 1,2 million et quelques. Ça veut dire qu'on a encore une bonne marge d'excédent à gérer. Mais ce qui est intéressant au niveau de la SAT, c'est la confirmation de ces données théoriques. Nous entrons en contact avec les paysans pour qu'ils, définissent les quantités réelles physiques qu'ils ont dans les 5 régions. C'est la disponibilité physique et puis surtout les volumes de stock qu'ils préparent par séquence. Le maïs, quand les paysans récoltent, très souvent c'est dans les magasins ou dans les greniers. En tout cas, ils ont un lieu où ils gardent le maïs en épi. C'est quand ils se décident de mettre le maïs sur le marché qu'ils procèdent à l'égrenage. Et donc ce temps de préparation qui dure 1 à 2 semaines se solde par des informations que les paysans font remonter au niveau de l'ANSAT à travers la plateforme qui a été mise en place. Donc il y a une fluidité d'échange des informations qui nous rassure sur la disponibilité physique des stocks sur le territoire national. Je l'ai dit tantôt, mais maintenant les excédents, comment les gérer, c'est toute la question. Et nous allons encore reprendre langue avec les paysans
pour voir si on peut mettre les usines de transformation à contribution pour absorber une quantité et voir éventuellement les demandes qui viennent des pays de la sous-région et même des échelles internationales comme le PAM. Donc c'est justement à cette séance de travail que nous allons inviter les paysans pour qu'on finisse peut-être à la fin du mois de janvier, qu'on puisse qu'on puisse tirer tout au clair. Mais ce qui est sûr, les besoins de consommation au niveau national, tous les besoins sont couverts. Donc la sécurité alimentaire sera encore de mise pour cette année, malgré les informations, ou du moins les signaux que nous avons au niveau de la sous-région. Et ça, c'est peut-être une petite ouverture. Le réseau de prévention des crises alimentaires, ce réseau nous envoie des signaux relativement alarmants à partir du mois de juin, juillet, août, où il est fait cas qu'environ 24 millions d'âmes au niveau de notre espace communautaire, 24 millions seront menacés par une seront menacés par une famine. Donc il faut que les pays côtiers qui sont très souvent excédentaires se préparent à la riposte. En tout cas, c'est des défis réels, mais il faudrait qu'on transforme ces défis en opportunités pour les paysans qui se plaignent souvent du non-écoulement de leurs produits. Vous en avez parlé tantôt. L'ANSAT, sous votre impulsion, a donc récemment validé le document cadre de politique et de stratégie nationale de stockage des céréales au Togo. Mais on évoque de plus en plus le ventre mou donc de la chaîne agricole et de l'autosuffisance alimentaire aujourd'hui. Il s'agit donc de l'élevage et surtout les quantités de produits carnés qui sont de plus en plus insuffisantes, ces quantités. Au niveau de l'ANSAT, quelle politique mettez-vous en place pour pouvoir pallier justement cette carence? Je voudrais d'abord saluer les efforts que mène le ministère de l'Agriculture dans le sous-secteur de l'élevage, comme vous l'avez si bien indiqué. C'est vrai qu'on avait des déficits énormes de production, mais sur ces 5 dernières années, beaucoup d'efforts ont été faits au point de réduire ces déficits. Et c'est l'occasion pour moi, ici, de saluer les actions que la direction de l'élevage et l'Office national des abattoirs frigorifiques ont menées pendant les 5 ans pour mettre à la disposition des consommateurs togolais les produits viande émanant, ou du moins produits au Togo, si je peux me permettre le terme. Il y a eu des efforts et nous sommes en passe de satisfaire la demande nationale, sauf qu'on se rend compte qu'il y a encore quelques efforts à faire au niveau de la recherche. L'ITRA a mis en place des semences améliorées, que ce soit pour la volaille, le petit ruminant, et même pour la filière halieutique. Mais il y a encore suffisamment d'espace à occuper dans ce domaine pour pouvoir permettre au Togo de combler le déficit et d'avoir sur le territoire des produits carnés compétitifs. Parce que quand vous prenez les produits qui sont importés, ils battent le record en termes de faible prix sur le marché national par rapport à ce que nous produisons. Donc, le problème résidera. Si on a cette facilité au niveau du commerce d'acheter les produits carnés à moindre coût pour venir les déverser sur le territoire à coût très réduit, c'est tentant pour les consommateurs, surtout pour les couches vulnérables qui n'évaluent pas peut-être les risques au niveau de leur santé. Donc, nous disons qu'au niveau de notre département, il y a encore des efforts à faire pour produire davantage des géniteurs améliorateurs qui ont une capacité de production pouvant rassurer les consommateurs que oui, avec la production nationale, ils peuvent disposer des produits sur les marchés à moindre prix, mais de qualité irréprochable. Voilà le challenge que nous avons en face au niveau de notre département, mais avec l'appui qu'apporte le ministre aux différentes structures, nous avons la certitude que d'ici quelques années, ce déficit sera comblé.
Alors, c'est presque une lapalissade aujourd'hui. On le sait, l'ANSAT de plus en plus se rend compte des activités qu'elle mène. À quoi répond le souci de communication pour laquelle vous vous engagez? En tout cas, il a été fait constat que les difficultés de mise en marché des produits, quels qu'ils soient au niveau national, relèvent des charges d'exploitation qui sont tendues. Ça, c'est un fait indéniable. Mais au-delà de ça, il y a un problème de communication. Souvent, nous avons des régions qui sont excédentaires. Ils ont des produits en grande quantité dans la région, mais l'information n'est pas remontée au niveau des opérateurs qui attendent plus de clarté pour pouvoir prendre des décisions. Et donc les paysans se retrouvent très souvent avec des produits dans leur milieu et ils se plaignent qu'ils éprouvent des difficultés. C'est pourquoi il faut saluer la mise en place de la plateforme. Aujourd'hui, à travers la plateforme qui a été mise en place, tous les paysans ont les informations en temps réel. Et mieux, ils ont cette capacité aussi d'échanger les informations avec les autres acteurs, notamment les commerçants, les opérateurs économiques qui commencent par s'intéresser à la production nationale parce qu'ils ont tout sur le plateau, les quantités produites, le coût au kilo ou au litre, et puis la géolocalisation. Donc c'est facile de nouer des contacts avec les autres acteurs, notamment le service de transport, pour aller enlever les stocks d'une région vers le port autonome de l'eau. Je l'ai dit tantôt, d'année en année, on ne fait qu'enregistrer un volume croissant des exportations. Parce que le produit togolais, en termes de qualité, est très apprécié. Je n'en veux pour preuve que les rangs que le Togo occupe à l'international dans les exportations. Pour les produits bio, vous avez sans doute eu les informations au niveau mondial. Le Togo bat le record sur beaucoup de pays africains et même en Afrique, on est à la pointe des produits qui ont exporté d'énormes quantités de produits bio. C'est le partage d'informations et je crois qu'il faut travailler dans ce domaine pour que les paysans puissent être de vrais acteurs de développement avec une maîtrise de la chaîne d'information, que ce soit au niveau national, sous-régional ou international. Alors, beaucoup félicitent quand même les efforts consentis au niveau de l'ANSAT, efforts reconnus d'ailleurs au-delà de nos frontières. En ce qui concerne véritablement l'année qui démarre 2021, quelles sont les perspectives et quel est le mot que vous avez donc à placer à l'endroit du mandat? Nous savons tous que le PND a été élaboré et mis en œuvre déjà en 2018. Mais avec je dirais même cette crise conjoncturelle liée à la Covid-19, il y a eu un ralentissement, tout le monde le sait. Et pour rattraper justement ce retard et peut-être même relancer toute la machine gouvernementale, le gouvernement a conçu le plan stratégique Togo 2025. Et dans ce plan stratégique, chaque département a établi une feuille de route à toutes les structures qui doivent animer les actions d'année en année pour prendre le dessus sur le temps que nous avons perdu avec le ralentissement des activités, mais en même temps relancer la machine productive nationale. Donc au niveau de notre département et concernant l'ANSAT, le ministère a élaboré une feuille de route qui permet à l'ANSAT de se focaliser sur les actions que nous avons menées en 2021 et pour lesquelles d'ailleurs même les résultats sont fort appréciables, mais aller au-delà pour les amplifier et je dirais même innover. D'abord, les amplifier, c'est faire en sorte que concernant le groupage, les 500 magasins ou les 496 magasins que le gouvernement a construit, que ces magasins soient exploités par les paysans. À date d'aujourd'hui, c'est 200
65 coopératives, je l'ai dit tantôt, qui sont mobilisées pour gérer les magasins, mais nous avons encore suffisamment de magasins inexploités. Donc il faudrait qu'on travaille pour amener tous les producteurs de produits vivriers à faire le choix d'abriter leur stock dans les 500 magasins environ que le gouvernement a construits. Ça, c'est la première action. La bancarisation, plein de coopératives sont en relation avec une dizaine de banques. C'est déjà un bon pas en avant. Mais ce qu'on va demander, là ça rentre dans la consolidation des résultats, c'est à la fin de la campagne 2020, mettre en place un fichier au niveau national qui retrace les rapports que les coopératives qui ont leur compte, ou du moins qui ont ouvert les comptes dans les 10 magasins, donc retracer les activités qu'ils ont menées en termes de sollicitation et d'obtention de crédit. Ça, on aura ce fichier qu'on va élaborer en appui avec l'aide des paysans pour consolider ce qu'on a. Plus de 200 ou 300 coopératives, c'est encore rien face à 2500 coopératives qui gèrent pratiquement toutes les filières. Donc on a encore du travail à faire pour attirer suffisamment de coopératives vers justement cette initiative qui a été prise de formaliser, si je peux m'exprimer, les relations entre le monde rural, surtout ceux exploitant les filières vivrières, les relations, établir les relations avec les banques. Aujourd'hui, ces 10 banques, on peut envisager aller dans les 15 et 20 banques au cours de la campagne 2021-2022. Ça, c'est pour la bancarisation, de façon à tirer le taux de bancarisation vers le haut. On est à 78% au niveau de l'UOMA. On a encore de l'espace à prendre pour améliorer les choses. Et la troisième activité, c'est l'appui à la commercialisation. Et là, il y a un travail basique qui doit être fait. Vous savez, les pays occidentaux ne veulent plus consommer les produits crus. Vous prenez les graines de maïs, ça n'a pas la même valeur que si le maïs était transformé. Heureusement, nous avons déjà 2 usines, donc il faut travailler de façon à accroître la capacité de transformation de ces usines pour pouvoir fidéliser les marchés qu'on a, que ce soit en Afrique, à l'Occident, mais élargir la gamme des pays importateurs. Et ça, c'est au niveau de l'appui à l'exportation. La quatrième activité, c'est la mobilisation de stocks. Je l'ai dit tantôt, l'année dernière, c'était 828 millions qu'on a mobilisé pour les paysans. Cette année, on a un relèvement de ce montant qui passe de 828 à 1,2 milliard parce que ça t'entend jouer aussi sur son stock financier que nous avons au niveau du Trésor. Nous allons lancer la campagne régulière à laquelle sera connectée une campagne spéciale avec la libération d'une partie des fonds, des stocks financiers pour rendre le stock de sécurité beaucoup plus conséquent pour parer éventuellement à toute crise alimentaire dans la sous-région. Donc de 828, et ça, la question s'est invitée lors du conseil de surveillance qui a acté même cette décision. Donc d'ici là, nous allons rentrer dans le vif des activités et pour mobiliser suffisamment de stocks cette année. Et ça, c'est au niveau de la mobilisation. Et puis bon, maintenir le même effort que ce que nous avons fait l'année dernière avec la grande sensibilisation
sur les mesures barrières. C'est extrêmement important. Et nous avons vu que le message a beaucoup passé. Il est question d'aller au-delà du cercle qu'on avait l'année dernière. Donc les régions ou les villages ou les hameaux qui n'ont pas été visités cette année, l'ANSAT entend les visiter pour mener des campagnes de sensibilisation sur la nécessité de port de masque, du lavage systématique des mains et surtout éviter les regroupements familiaux ou sociaux. Voilà ce que je voudrais dire. Nous touchons donc le terme de cet entretien dans le bilan des activités menées par l'ANSAT exercice 2020-2021. Peut-être un mot de la fin. C'est juste adresser mes vœux de santé, de paix et de bonheur aux acteurs du secteur agricole, les paysans, les femmes laborieuses de nos fermes. Nous leur souhaitons une bonne santé pour que ce monde puisse s'engager davantage dans les activités qui sont les leurs pour renforcer la sécurité alimentaire et viser les marchés porteurs, surtout avec cette sensibilisation que nous avons menée l'année dernière pour promouvoir les cultures porteuses à haute valeur ajoutée. Le paysan de demain, ce n'est plus celui-là qui travaille pour juste se nourrir ou nourrir sa famille, mais c'est un citoyen qui peut nourrir de gros rêves dans son milieu sur la base des activités qu'il mène. Et ça, c'est possible de nourrir de gros rêves parce que l'avenir est porteur pour la simple raison que nous avons actuellement une nouvelle vision que le chef de l'État a engagée à travers le PND qui donne, je dirais, des atouts à tout acteur de développement au niveau national, tous les atouts pour relancer ou soutenir, je dirais même, les actions de façon à améliorer chaque jour son revenu avec le souci de soutenir l'économie nationale avec la réduction du déficit de la balance commerciale. Le paysan togolais n'est plus celui-là qui travaille au champ pour alimenter un marché d'à côté, mais c'est un entrepreneur qui vise les grands marchés internationaux qui ont une valeur sûre sur les produits qui vont quitter notre territoire pour ces destinations finales. Merci. Directeur général de l'ANSAT. C'est à moi de vous remercier.